depuis, on va dire, le 20 février 2022, je travaille... Montrez-le un petit peu, levez-le un tout petit peu, qu'on voit à l'antenne que ça fait quand même une belle liasse. Voilà, et donc, en fait... Alors, il y a quoi sur ces notes chaque jour? Chaque jour, tout ce qui s'est passé. Donc, je sur le terrain. Sur le terrain. Et dans la diplomatie aussi? Diplomatie. Donc, effectivement, ce matin, je commence par Anthony Blinken à Ankara. Et puis, on a le nombre d'enfants qui ont été tués, 461 enfants malheureusement tués depuis le début de la guerre. Et puis, l'arrivée de Joe Biden. Et puis, au fur et à mesure. Et donc, chaque page correspond... Et les 461 enfants, vous mettez la source? Oui, alors tout est sourcé, là, tout est sourcé. Ouais. Et donc, en fait, je peux refaire ça vous sert à vos éditoriaux, à vos analyses, ou à un livre en préparation, peut-être? Un livre, on verra, mais ça me sert essentiellement, effectivement, à pouvoir suivre au quotidien, répondre aux sollicitations médiatiques, savoir exactement où l'on en est. Et ça permettra peut-être un jour de refaire l'histoire de la guerre. D'accord. Alors, puisque vous avez, sur la foi de cette somme de documentation... En quelques mots, pour vous, l'état des forces militaires de part et d'autre, comment vous le décririez? Alors, en fait, il y a eu plusieurs phases, bien sûr. Cet automne, c'était une phase qui était plutôt où la dynamique était du côté ukrainien. Ils reprennent Kherson le 11 novembre. Les Russes sont plutôt sur un retrait. Et puis, avec l'hiver, le front va se figer, en particulier dans le Donbass, autour de la ville de Bakhmout. Ouais. Et on le voit depuis plusieurs semaines. Tous les efforts se concentrent autour de cette ville. Alors, cette ville, c'était 70 000 habitants avant-guerre. C'est une ville qui n'a, en fait, aucun intérêt stratégique. Ce n'est pas une ville clé, ce n'est pas un carrefour logistique. Mais c'est devenu un symbole très puissant. C'est devenu un symbole. Alors, on a, d'un côté, les forces ukrainiennes qui, actuellement, sont plutôt sur la défensive. Il y a un phénomène d'usure au bout d'un an. Et de l'autre côté, vous avez des forces russes qui pratiquent la tactique du rouleau compresseur. C'est-à-dire que à défaut d'avoir réussi, eh bien, on envoie des vagues de combattants, notamment la fameuse milice Wagner, et on utilise l'artillerie. C'est de la doctrine, je vais dire, soviétique. La plus classique. Ouais. Et donc, on a cette ligne de front. Les Russes grignonnent petit à petit, mais on voit qu'aucun des deux adversaires n'est capable de prendre le dessus sur l'autre. Elsa Vidal, vous êtes surprise par le fait que l'armée russe semble avoir réussi à se régénérer un petit peu? Pas vraiment surprise au sens où le 23 septembre, on a vu qu'une mobilisation avait été annoncée en Russie, qui vient être complétée en plus par les appelés réguliers. Donc on attend encore 120 000 hommes qui seront injectés prochainement dans le système militaire. Et puis aujourd'hui, le président bélarusse a annoncé dans le cadre d'un conseil de sécurité exceptionnel qu'il allait former des bataillons bélarusses qui compteront jusqu'à 120 000 hommes, qui viendront encore prêter main forte aux troupes russes en Ukraine, ce qui veut dire qu'en fait il y a une supériorité en termes de ressources humaines indubitable du côté russe, qu'il convient de prendre en compte si nous souhaitons toujours fournir un soutien à l'Ukraine, puisque du côté de l'Ukraine, étant donné que la mobilisation est déjà générale, il n'y a quasiment pas de marge de manœuvre. Donc l'équation militaire est assez simple de ce point de vue-là. Et donc c'est pour ça que les Ukrainiens nous demandent instamment de passer à un niveau supérieur au niveau de l'armement. Et Véronique Guillermard, le secrétaire général de l'OTAN a dit cette semaine qu'il y avait en fait la qualité des armements du côté occidental et que la Russie parvenait à compenser par la quantité. À la fois probablement la quantité d'hommes, mais aussi d'obus, etc. C'est une bonne description? Oui. Ce qu'il a dit aussi, c'est que nos capacités de production étaient inférieures à l'utilisation massive de tous ces armements, en particulier les obus, les munitions. Oui. Il y a 5000 obus, je crois, qui sont tirés par jour du côté ukrainien et 20 000 du côté russe. Oui. Et en fait, on n'arrive pas à suivre, les cadences de production en Occident n'arrivent pas à suivre. Alors, on va parler tout à l'heure de la production d'armement. Nicolas, l'état des forces aujourd'hui, vous diriez qu'elle s'équilibre ou qu'il est urgent que les chars promis aux Ukrainiens arrivent pour rééquilibrer un peu? Il est urgent parce que pour compenser effectivement la faiblesse numérique, il faut de l'armement qui soit plus précis, plus performant. C'est ce que l'Occident peut fournir aux Ukrainiens. Tout le problème, c'est la lenteur de ces acheminements. Et sans doute que ces chars arriveront un peu trop tard par rapport à la fenêtre d'opportunité.
Mais ils sont pas déjà en route, là, plus ou moins? Ils sont en route. On aura 14 blindés légers français qui vont arriver la semaine prochaine. 14, c'est pas grand-chose. Et sur les 200-300 qui ont été promis aux Ukrainiens, il y en a... Mais s'il y a 14 Français, il y a peut-être 100 ou 120 léopards? Non, parce que ça va arriver au fur et à mesure. Et on estime que les 50 premiers seront là au printemps, en mars-avril. Donc on voit bien le temps qui est très long. Et c'est vrai que les Ukrainiens avaient une fenêtre de tir, si on peut dire, à la fin de l'année dernière, pour prendre l'avantage face à la Russie qui n'avait pas encore amené se mobiliser sur le front. Cette fenêtre, elle se referme parce que... Déjà malheureusement, peut-être, on ne sait pas. Ouais. Mais en tout cas, il y a un doute. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que la quantité du côté russe, donc effectivement, c'est une course de vitesse dans les mois à venir. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à fournir suffisamment de matériel aux Ukrainiens d'ici le mois d'avril, la balance risque quand même de peser en faveur des forces russes. D'autant plus que, et là aussi, on doit se rappeler des lois de la guerre, des fondamentaux. La démographie fait partie des lois de la guerre. Il y a un pays qui a 140 millions d'habitants, l'autre qui en a 35. Alors bien sûr, divisé par deux, les hommes, les femmes, et ainsi de suite. Mais, et Vladimir Poutine, il connaît son histoire russe, même s'il l'a réécrite par cœur. C'est-à-dire, en 1812, la grande armée de Napoléon, il y avait la profondeur stratégique. Il s'est passé la même chose en 1941, 1943. Et de toute façon... Mais on est d'accord qu'il n'est pas question d'envahir la Russie non plus. Non, bien entendu. Ouais. Mais lui considère qu'il a le temps stratégique devant lui et qu'il a de toute façon une ressource, une main-d'œuvre. Bon, et tant pis pour les pertes, ça fait partie de la culture russe. Elsa Vidal, cette ressource, d'abord, les Russes, il faut qu'ils adhèrent quand même à la guerre. Alors certes, ils sont plongés dans un bain de propagande, mais quand même, les échos que vous avez, les sensations, les retours que vous avez, c'est que la majorité de l'opinion soutient cette guerre. Alors, la majorité de l'opinion se prononce, bien sûr, pour soutenir l'effort patriote qui leur est demandé, dans la perspective, généralement, de croire que la Russie est attaquée. Ensuite, derrière ces déclarations publiques de soutien, se cachent des stratégies très différentes, et en général, des stratégies d'évitement au niveau personnel, au niveau familial, qui consistent à trouver des solutions pour faire échapper les hommes de la famille qui sont concernés au service militaire. Ça, c'est dans le cas où soit on a une conviction très affirmée contre la guerre, ou soit on est dans une situation économique et sociale qui vous permet d'envisager l'armée et la guerre comme autre chose qu'un ascenseur social ou une possibilité d'évolution. Pour le moment, la plupart des hommes qui ont été envoyés combattre en Ukraine sont malheureusement issus de régions si défavorisées que la perspective de la main est périphérique, oui, c'est-à-dire soit des régions du sud du Caucase russe, soit des régions sibériennes, en fait des régions qui sont à majorité peuplées de populations non slaves, qui sont assez bas malgré tout dans l'échelle sociale de la société russe. Et cette mort possible s'inscrit malgré tout dans un risque qui est acceptable parce qu'elle peut aussi amener des ressources tout à fait considérables à des familles qui sont dans des zones vraiment très pauvres dont on a du mal à se représenter le dénuement. Il y a un point particulier, c'est que les 500 à 1 million d'hommes qui ont fui en septembre, ce ne sont pas des opposants politiques, ce n'est pas des gens qui ont fui par opposition, c'est plutôt des stratégies individuelles d'évitement, comme vous le dites. Et donc, il y a une acceptation, on subit, d'autant plus que Vladimir Poutine veille à ne pas taper sur la jeunesse éduquée de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Alors, ce n'est pas Vladimir Poutine, je pense que ce sont les gouverneurs locaux ou les maires locaux qui, ont mis en point des stratégies pour préserver. Après, on trie. Il y a un tri manifeste de la mobilisation. Disons qu'il y a des acteurs locaux qui ont la capacité à protéger certains groupes de population. C'est le cas des relations. Oui, et il faut être un acteur politique de poids, alors que dans d'autres régions, on a pu au contraire faire en sorte que la mobilisation se passe même au-delà du cadre légal prévu. Ce que je veux rappeler très brièvement, parce que c'est un élément qui passe souvent en dessous du radar européen, c'est une forme d'opposition au projet de guerre en Russie qui existe et qui se manifeste au sein de l'appareil du corps institutionnel, en fait, de ce qui est l'administration. Contre le pouvoir politique. C'est-à-dire que la manière dont la mobilisation a été mise en œuvre en Russie s'est fait de manière tout à fait illégale, c'est-à-dire dans un cadre absolument excessif qui n'a respecté aucun des bornages administratifs qui avaient été prévus, aucune des règles. Ce qui fait que le parquet lui-même a contesté certaines mobilisations et a réussi à renvoyer chez eux 9000 hommes.
Alors 9000, c'est assez peu. C'est aussi assez beaucoup peu connu, parce qu'on dit... parce que Oui, c'est assez peu connu justice, parce que c'est pas vraiment ce qu'on recherche en la fait. justice russe a plutôt la réputation d'être obéissante. Elle l'est, mais ce projet de guerre ne fait pas l'unanimité, et D'accord. notamment parce qu'il enfreint un certain nombre de Donc, normes ce que et de Trump appelait représentations. l'État profond se rebelle. Bah, l'État, en tout cas, se rebelle contre le pouvoir exécutif, c'est-à-dire D'accord. qu'il joue la loi contre le pouvoir exécutif Ok. politique. On peut Véronique, ajouter aussi oui, qu'il y a la Nicolas propagande des médias russes qui va convaincre aussi une large partie de l'opinion. C'est vrai que tout le projet de Poutine, il date depuis très longtemps, depuis 10 ans, il prépare la Ouais, société russe ouais. pour convaincre les gens que l'OTAN, que l'Occident est l'ennemi. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de militaires sont très prudents dans l'expression publique à l'OTAN ou les Européens pour ne pas donner Oui. lieu à être utilisé, instrumentalisé par les médias russes ensuite pour dire, vous voyez bien, Bon. les Russes sont victimes de la haine Oui, occidentale. bah, Il y a un ce jeu qui va difficile. être instrumentalisé, c'est la visite de Joe Biden aujourd'hui. Certainement. Elle s'inscrit parfaitement dans la narratif. rhétorique de Poutine d'une guerre défensive que lui livre l'OTAN, n'est-ce pas? Il n'y a Oui. pas moyen d'y échapper quand Complètement. le président américain va Bien à sûr. Kiev. Complètement. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le narratif russe depuis le début. Hein. C'est effectivement c'est la Russie qui est agressée et elle a dû intervenir pour venir parce qu'il y avait un génocide. Enfin bon, Elle était appelée au secours par les complètement. russophones du Pour Donbass, etc. dénazifier. Dénazifier, Il y avait etc. ça aussi comme argumentation. Oui. Véronique, un mot juste sur l'économie. Le Figaro Économie publie Oui. demain un ensemble complet sur comment justement l'économie russe finalement a pas mal résisté à une première année de sanctions. Oui, alors il faut savoir que la Russie, c'est un des pays qui est le moins entré dans la mondialisation. Oui. Il a une économie de pays finalement en voie de développement qui est basée essentiellement sur le commerce des matières premières. Oui. Et donc, les sanctions l'atteignent beaucoup moins qu'on aurait pu Il faut aussi le admettre croire. que c'est un pays qui s'était moins désindustrialisé que nous, pardon, Oui, n'est-ce pas? Donc ils ont Absolument. encore une sidérurgie. oui, une sidérurgie, beaucoup d'usines, puis tout ce jackpot qu'ils tirent de la vente pétrole, du 700 pétrole, millions de leurs de dollars matières par propres. jour. Voilà, Et c'est ça. une hein. agriculture générer un pays performante qui a été remise à niveau après 2014. C'est quelque chose Oui. que l'on oublie, c'est que vraiment les Du sanctions. fait des sanctions, Du des fait des premières sanctions, Oui, ils ont dû se remettre à Voilà, niveau, donc effectivement. ils ont une agriculture performante, donc il n'y a pas de risque de pénurie alimentaire. Alors il peut y avoir des pénuries sur certains produits de luxe, mais maintenant il y a des moyens de contourner par la Géorgie. Hein, donc finalement ça touche assez peu la population. Alors, Oui, puis il faut aussi voir Oui, qu'il y Véronique a Guillermin. une grande partie du monde qui continue à commercer avec la Russie, qui n'est Absolument. pas alignée sur la posture ça, c'est un de phénomène l'Occident. hein, qu'on c'est a très déjà important. évoqué Oui, oui, bien évidemment sûr. ici et qui est beaucoup plus marqué que dans les précédents conflits. On en arrive à ce second point sur le rôle des armements via la Russie. Est-ce que l'appareil militaro-industriel russe est capable de se régénérer et de tenir la distance face à l'aide occidentale? Alors, Général Pellistrandi. En fait, c'est assez compliqué parce que sur les matériels haut de gamme, ils sont confrontés à une vraie difficulté. D'abord, ils étaient confrontés à la difficulté de la mise au point des derniers équipements. Par exemple, le Sukhoi 57 hein, dans l'aviation, qui est quand on voit, c'est un bel appareil, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Là, ils ont des difficultés. Le char T-14 Armata, qui a été présenté pour la première fois en 2015, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. La seule chose, c'est qu'ils ont d'abord des stocks colossaux, et on se rend compte d'ailleurs qu'ils ont tout conservé. Par exemple, des missiles De l'époque soviétique. de l'époque soviétique, des missiles air-sol à kérosène, c'est-à-dire dire mettre en œuvre, c'est prendre un risque. Enfin, il n'y a plus un missile de ce type-là dans les pays occidentaux. Parce qu'on risque de le faire exploser en l'allumant. Exactement. Ouais. Bon. Et on voit, ils ont sorti des chars T-64. Hein. 64, c'est l'année de sortie des chars. Donc, ils ont des stocks quasiment illimités. Mais effectivement, ils ont quand même réussi à passer en économie de guerre dans certains secteurs. Donc, au lieu de produire du T-14 Armata, ils rénovent du T-72 et du T-90. Donc, ils ont quand même des capacités. Et puis, il y a aussi quand même un système D, hein, c'est pas hyper performant, et ils bénéficient, il ne faut pas l'oublier, des drones iraniens,
La question se pose sur les relations avec la Chine. Donc il faut être très prudent sur l'attrition du système militaro-industriel russe. Elsa Vidal, vous avez vécu en Russie, donc vous pensez, vous, que cette économie-là, ce pays-là, avec son savoir-faire, ses vieilles industries, etc., est quand même capable de remettre sur pied une armée Alors, ce qui est certain, et je partage complètement votre point de vue, c'est que sur les armements ultra performants qui seraient conformes à une guerre très moderne, une guerre contemporaine, un engagement contre l'OTAN, non, ils auraient nécessairement le dessous. Mais en ce qui concerne la guerre d'artillerie qui se passe à l'heure actuelle dans le Donbass et dans toute l'Ukraine, peut-être prochainement sur plusieurs fronts, mais pour le moment dans le Donbass, au contraire, je pense que l'état des forces fait qu'ils sont plutôt adaptés à ce genre de guerre. Et c'est aussi pour ça qu'on voit qu'ils n'engagent que très peu d'avions dans l'espace aérien ukrainien. C'est qu'ils essayent de limiter les pertes de leurs avions, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, que ces appareils coûtent extrêmement cher. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une demande en fait, de montée en puissance de production militaire qui a été envoyée par l'appareil politique à toutes les industries du secteur, ce qu'on appelait complexe militaro-industriel, qui n'a jamais été véritablement réformé parce que ça aurait nécessité de licencier vraiment énormément de militaires et de créer un mécontentement très important dans la population. Et en plus de ça, l'augmentation du niveau de vigilance dans les territoires limitrophes de l'Ukraine permettent dans ces régions-là de mettre une partie des actifs économiques privés au service de la production pour la défense. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont réunis pour que la Russie puisse durer. Si la guerre ne change pas de nature peut-être sur pas le monter terrain. en gamme, mais en tout cas tenir la distance. Tenir la distance et tenir l'effort. D'accord. Nicolas Barotte, est-ce que les Occidentaux ont une vision à peu près claire de ce que la Russie est capable de faire Ou bien est-ce qu'on est dans le brouillard en fait? Non, dans le brouillard, il y a des indications, mais on sait peu de choses. On voit bien les liens avec l'Iran qui fournit des drones, c'est un élément important. La Corée du Nord, il y a des spéculations sur ce que la Chine pourrait faire ou pas, plutôt de la mise en garde sont aujourd'hui, mais il y a une forme de boîte noire là sur la Russie. Donc on ne sait pas combien de temps le système peut tenir, ce qu'il peut produire, et c'est pour ça qu'il y a urgence côté occidental à aussi mettre en branle l'économie de guerre, la production, pour fournir des munitions, tout bêtement des munitions aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se battre sur le front. On va y venir dans une seconde. Juste sur l'aspect des missiles. Les Russes continuent à tirer des missiles. On nous a expliqué depuis un certain temps qu'ils n'avaient plus de microprocesseurs pour faire des missiles intelligents. Quand les missiles tombent ou sont détruits par les Ukrainiens, on doit pouvoir analyser la qualité des missiles qui ont été tirés par les Russes. On a retrouvé des composants occidentaux dans ces missiles. Après, il faut se rendre compte qu'il y a plusieurs types de salves. Il y a les drones qui vont servir à déclencher la défense antiaérienne, donc à épuiser les ressources ukrainiennes. On va avoir des tirs de missiles sol-air peu précis qui font du dégât. Très bien. Et après, le peu de missiles de précision que les Russes vont utiliser, ils les mettent dans ces salves-là pour toucher un objectif parmi d'autres. Mais on sait quelle est la proportion des missiles antiques et des missiles modernes dans les salves? En fait, ça dépend. En gros, ils tirent entre 50 et 80 missiles, drones. Là-dedans, on va dire qu'il y en a un quart de modernes et puis le reste, ça permet de faire du bruit. Et comme le disait très bien Nicolas Barotte, ça oblige les Ukrainiens à disperser leurs efforts dans la défense solaire. Alors Véronique Guillermin, les Russes sont clairement passés en économie de guerre. Est-ce que les Occidentaux sont capables de passer à leur tour, ou doivent d'ailleurs, passer à leur tour en économie de guerre? Alors, l'économie de guerre, ça voudrait dire que toutes nos industries, même celles qui ne sont pas militaires, se mettent au service des armées. Quand elles sont utiles. Voilà, quand elles sont utiles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. En revanche, on sent chez les industriels qu'on est au-delà de la prise de conscience, qu'il y a des actes maintenant qui sont menés pour augmenter les cadences de production à la demande du politique. On se rappelle Emmanuel Macron, dès l'été, qui appelait toute l'industrie européenne à passer justement en mode économie de guerre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire produire plus et plus vite. D'accord. En somme, justement, on va écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron sur ce sujet. Il l'a dit il y a 2 jours à Munich. Nous sommes prêts à intensifier aujourd'hui, car les semaines et les mois qui viennent sont décisifs, et nous sommes prêts à un conflit prolongé. En disant cela, je ne le souhaite pas,
Mais surtout, si nous ne le souhaitons pas, nous devons collectivement être crédibles dans notre capacité à durer dans cet effort, et c'est ainsi que la France s'inscrit dans celui-ci. Alors, comment ça se traduit en Alors, France? comment ça se traduit? Bon, déjà, un groupe très connu qui fabrique le canon César, qui s'est illustré, que les Ukrainiens utilisent très régulièrement. Donc, le groupe Nexter a triplé sa capacité de production en début d'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est capable par mois de sortir 6 canons, et c'était 2 par mois l'année dernière. Donc ça, c'est un premier exemple concret. On a eu l'occasion avec Nicolas d'aller visiter le plus grand site de radar en Europe, à Limours, en Essonne, si je ne fais pas d'erreur, qui est opéré par le groupe Thales. Et là, ils se mettent dans la position de doubler leur capacité de production de radar, avant même d'avoir signé des commandes. Donc on est en train d'assister à un changement de logiciel chez les industriels de l'armement qui vont prendre plus de risques en engageant sur leurs capitaux propres le financement de montée en cadence, recruter des personnels, parce que c'est aussi un problème de ressources humaines, tout simplement, pour venir dans les usines, fabriquer des armements, et qui donc vont produire plus et plus vite. J'ai un autre exemple en tête assez récent, le directeur général du groupe Safran, qui est à la fois un producteur de moteurs d'avions de ligne, mais aussi un producteur de bombes pour les militaires, qui vient de sortir le Patroller, qui est le nouveau drone tactique de l'armée de terre. Le directeur général a déclaré « Moi, en m'inspirant des méthodes et des process de montée en cadence rapide dans l'industrie civile, je peux développer à très grande vitesse une version armée du Patroller, c'est-à-dire 2 ans seulement. » Ce qui est très peu pour ce type d'armement. Donc il se passe des choses. Il se passe des choses. Depuis combien de temps, en gros, est-on passé de la prise de conscience aux décisions que vous décrivez? Je pense que ça date de cet été, à peu près. Moi, Général oui, c'est cet été. La difficulté, c'est qu'il faut simultanément fournir des moyens aux forces ukrainiennes. Donc des moyens, soit qu'on a en stock, soit que l'on a sur étagère, et simultanément, en même temps, augmenter pour nos propres besoins. Parce que c'est ça aussi l'un des enjeux. C'est-à-dire que... On était complètement sous-équipés. Non, pas sous-équipés. C'est-à-dire que nos forces étaient construites sur un modèle qui était celui notamment des opérations extérieures au Sahel. Et là, on se rend compte qu'il faut beaucoup plus. Je vais vous donner un chiffre. En 2022, le coût du déploiement français à l'est de l'Europe, d'ailleurs en Roumanie et dans les États baltes, donc pour garantir la sécurité, parce que c'est concret, cette fameuse réassurance, 666 millions d'euros en 2022. C'est pas négligeable. Quand vous avez un escadron de chars Leclerc qui est en Roumanie, ça coûte cher, mais c'est aussi une garantie pour les Roumains, voire aussi pour les Moldaves, parce qu'ils savent que derrière, oui, il y a quelque chose de concret. Maintenant, la difficulté, c'est que fabriquer un tube de canon, ça, c'est pas une appli sur smartphone qu'on peut développer en quelques heures, voire quelques jours. Il faut des aciers, il faut des produits. Et par exemple, concernant les poudres, les poudres, c'est un cauchemar. Pourquoi? Parce que vous avez en plus la réglementation européenne REACH, qui fait que aujourd'hui, il y a un certain nombre de poudres qu'on ne peut plus fabriquer en Europe. Donc là aussi, il y a... Parce que ce n'est pas écologique voilà, il y a tout un travail. Alors la Commission européenne commence à comprendre les enjeux, mais effectivement, il faut passer de l'herbivore à carnivore. Donc il y a des réglementations qu'il faut faire évoluer, mais dans l'urgence. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut pas attendre 3 ou 4 ans, il faut aller très vite. Parce que pendant ce temps-là, le temps tourne et les Ukrainiens, ils ont besoin d'obus. À tel point que pour les poudres, si je peux me permettre, l'accord avec l'Australie, on va travailler avec des poudres made australiens. Elsa, quand les chiffres dont on a parlé, on double une production, mais c'était 2 canons par mois, on passait 6, on triple. C'est pas un peu dérisoire, ces chiffres-là, comparé à ce que peut faire un pays comme la Russie? Même si c'est de qualité inférieure? Certes, oui, pris individuellement, dans le cas des pays qui, comme nous, plafonnaient difficilement au-delà de 2% de PIB dévolu à la défense,
Oui, ça peut paraître dérisoire, mais le fait est que nous ne sommes pas seuls. Cet engagement n'a de sens que de manière collective, et c'est ça qui est intéressant finalement, à mon sens, politiquement, cette année ô combien dérangeante et douloureuse, est aussi un accélérateur incroyable d'intégration européenne, particulièrement dans un domaine où on pensait avoir perdu tout espoir, qui était quand même la défense. L'industrie et la politique de défense. Et peut-être qu'à la faveur de cette épreuve, nous sommes en train de découvrir l'ampleur des besoins et notre capacité à travailler ensemble déjà, ce qui n'était pas sûr, et peut-être à ne pas pouvoir survivre dans le monde international autrement que par cette alliance. Donc ce n'est peut-être pas si mal. Un des problèmes, c'est la multiplication des différents matériels. Il paraît, oui. Parce que pour les Ukrainiens, c'est très compliqué à gérer logistiquement, d'avoir plusieurs justement, types. Est-ce qu'on s'est engagé dans cette voie d'harmonisation, d'essayer de fabriquer des... Oui et non, c'est qu'on a quand même des matériels qui sont existants, qu'on envoie. Et si on envoie en Ukraine des Challenger, des AMX-10, des Léopards, ça fait plusieurs types de chars. Même chose pour l'artillerie. Donc la logistique est aussi un vrai enjeu sur le terrain. Et alors l'Union européenne est en train d'examiner la possibilité d'appliquer aux munitions le même système qu'aux vaccins, aux achats de vaccins. Ça, c'est prometteur aussi. Ça peut accélérer effectivement la commande en grande quantité. Et on n'aura pas un problème de production, justement Où est-ce qu'on va les trouver, tous ces obus qu'il faut acheter? Alors, justement, les industriels ont bien compris ce qui se passait, donc ils commencent à constituer des stocks de précaution pour anticiper les commandes qui arrivent. Donc, des stocks de composants stratégiques, des stocks de tout simplement aciers spéciaux, de titane dont on a besoin pour fabriquer les armements. Un canon de César, ça tire quoi? 1000 coups, c'est ça? Et alors, après, il faut changer? En fait, oui, il y a une usure, mais s'il est entretenu, il doit tirer beaucoup plus longtemps. La problématique, c'est que les canons César, les 18 qui ont été livrés, ont été extrêmement sollicités. Donc, il y a tout un travail qu'on appelle de maintien en conditions opérationnelles. Donc, il y a des flux logistiques. Et là, il faut souligner que les Ukrainiens ont bien compris que ça ne servait à rien de multiplier les parcs. C'est la raison pour laquelle, concernant, par exemple, la demande de Charles Leclerc, c'est absolument pas une priorité pour les Ukrainiens. Parce qu'ils savent que c'est par principe, ils les acceptent parce qu'on veut bien leur donner. Oui, mais la priorité, c'est autour du Léopard, parce qu'il y a à peu près 1500 chars Léopard plus ou moins disponibles en Europe. Donc, il y a cette réalité. Maintenant, il y a quelque chose aussi qui est extrêmement important, c'est que on pourrait dire, oui, mais après tout, on fournit. Et admettons que dans 6 mois, la guerre soit terminée parce que les Russes se replient et qu'après, tout ça vraiment, une fois qu'on a fini la guerre, on replie... on reprend les Césars. Oui, sauf que là, on est rentré dans une confrontation. C'est une nouvelle. C'est pas vraiment le scénario. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, en fait, c'est une nouvelle guerre froide qui est engagée. C'est-à-dire qu'il y a une rupture définitive entre la Russie et, on va dire, je ne vais pas dire le reste du monde, mais le monde occidental. Donc, c'est un vrai rideau de fer. Donc, de toute façon, la vigilance armée, elle va s'imposer. On va revenir là-dessus sur le dernier point, parce que c'est lié à la notion de défaite russe, de victoire ukrainienne, etc. Mais avant d'en arriver à ce point, Nicolas Barotte, est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs en essayant de produire ou de livrer d'ailleurs des armements sans réfléchir à l'effet recherché? On m'a expliqué que dans les états-majors, on raisonnait en termes d'effet et on adaptait les moyens à l'effet recherché. Or, on entend toujours les Ukrainiens nous demander des moyens sans nous expliquer exactement quels effets sont recherchés. C'est la limite de la guerre par procuration. C'est qu'on n'est pas co-belligérant du conflit, donc on soutient les Ukrainiens, mais on les laisse faire leur guerre jusqu'à un certain point. Mais prenons l'exemple concret des chars dont on a beaucoup parlé. Quel est l'effet recherché avec la mise en place de bataillons de chars sur le terrain? Pour ça, à quoi ça peut servir? Il faut revenir effectivement à l'automne, au moment où les Russes se retirent de Kherson et donc l'offensive ukrainienne. À un moment donné, les Ukrainiens n'avaient pas assez de ressources pour avancer, avoir un avantage, en profiter et percer les lignes. Pourquoi? Parce qu'il manquait aussi de moyens blindés pour aller vite. Et tout bêtement, le char, il permet de progresser sur les lignes, de percer le front et de déstabiliser l'adversaire. L'utilité principale du char, c'est de percer les lignes de défense. C'est percer et exploiter. Et en fait, c'est ça ce qui n'a pas réussi. En gros, les Ukrainiens ont perdu 450 chars de combat
qui étaient tous d'ailleurs le modèle soviétique. Hein, ça, c'est assez facile. Bon, ils en ont Et récupéré. on dit que les Russes en ont perdu 1500. 1500. Et donc, en fait, on est dans des... Alors, c'est vrai qu'on a à la fois, c'est assez intéressant à observer, on a à la fois la Première Guerre mondiale avec la guerre de tranchées, l'artillerie, on a la Deuxième Guerre mondiale avec la puissance de feu, les chars, mais il faut rajouter là-dessus la guerre du XXIe siècle avec le numérique, voilà, les drones, ainsi de suite. Mais là, il faut reconnaître qu'à un moment donné, c'est la notion de rapport de force, c'est-à-dire combien de combattants, combien de pièces d'artillerie, et le char, il est indispensable pour percer. Surtout que, et c'est aussi le paradoxe de l'histoire, ce sont des terrains qui sont favorables à la manœuvre en char. C'est la grande plaine de l'Europe. Oui. Donc, si vous n'avez pas de char et que vous y allez à pied, vous êtes mort. Donc, il faut une masse blindée avec des chars de reconnaissance. C'est l'AMX-10RC qui va être... Alors, c'est aussi là, le paradoxe de l'histoire, c'est que l'AMX-10RC, donc, que nous sommes en train de livrer aux Ukrainiens, a été conçu dans les années 70 pour effectuer des missions de reconnaissance offensive ou défensive face au pacte de Varsovie. Il va être employé exactement pour la mission dans laquelle il avait été conçu. On disait que tous les chars lourds en Europe de l'Ouest étaient aussi... tous été conçus en fait pour faire face au pacte de Varsovie. C'est ça d'ailleurs. Et d'ailleurs, Poutine joue là-dessus. C'est-à-dire que le Léopard, il a été conçu pour casser du T-72. Et c'est ce qui va... jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de confrontation dans les conflits périphériques, on peut dire la guerre Iran-Irak ou Yémen. Là, on va... Au Koweït, les chars Abrams ont détruit du T-72. Du T-72. Mais bon, voilà, c'était déjà il y a longtemps. Là, on va avoir du... Alors, je caricature, mais du Panzer allemand, parce que c'est le terme qui va être utilisé par les Russes. Par la propagande Par la propagande, contre... vous le reprenez. Oui, mais voilà, pour illustrer. Est-ce bien sage Mais pour illustrer, c'est ce qui va se passer. Oui. Et donc, il faut que vous ayez la masse blindée et sur des espaces de manœuvre qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est ça aussi l'une des problématiques, ont connu les plus grandes batailles de chars, notamment à Koursk. Koursk, c'est dans la région. Donc, retour de l'histoire, c'est ça aussi ce qui est assez intéressant. On peut aussi ajouter, pour revenir un peu au début, pour compenser la masse qui manque aux Ukrainiens, c'est que les chars occidentaux ont une portée de tir qui est plus longue. Et donc, en fait, ils pourront tirer les premiers sur les positions russes. Donc là, même si on est moins nombreux, on a un avantage qui est évident. C'est qu'il faut qu'ils arrivent sans trop tarder. La question, c'est d'arriver sur le terrain en temps et en heure. Elsa, il y a un élément intéressant on a publié hier un sondage de l'IFOP qui montre que dans 7 pays européens, l'image de l'Ukraine reste bien supérieure et meilleure à l'image de la Russie, mais le soutien, notamment à la fourniture d'armes, n'est pas universel. C'est 70% en Pologne, et c'est seulement 49% en Allemagne, 54% en France. Alors, la bataille de l'opinion... est-ce qu'elle peut être perdue côté occidental ? Perdue, je n'en suis pas du tout persuadée. Je pense que l'opinion a tenu bien mieux qu'une partie des cercles dirigeants, bien mieux notamment à la hausse du prix des matières premières et de l'électricité. Oui, on disait cet hiver que l'hiver arrive, attention l'hiver. Bon, nous avons eu la chance aussi d'avoir un hiver relativement doux. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une sensibilité et une identification à la situation ukrainienne, une identification aussi à l'impact de cette guerre pour l'Europe, mais qu'effectivement, les gens sont beaucoup plus ambivalents vis-à-vis du régime de sanctions contre la Russie et des armes, des livraisons d'armes. Et ça se décline vraiment en fonction de la proximité géographique et de l'histoire de ces pays-là. C'est juste qu'on est un peu moins concernés. D'une part, nous, on est nettement moins concernés, puisqu'on est quand même avec une grosse façade atlantique et il y a plein d'autres États qui font tampon entre nous et la Russie. Et puis, on a aussi une spécificité, tous les États en ont une, mais en France, il y a quand même une indulgence que je trouve coupable à force de répétition, une indulgence vis-à-vis du recours à la force par la Russie de Vladimir Poutine, qu'on a tendance trop facilement à assimiler à le rétablissement d'un ordre juste, la Russie ayant été humiliée par l'Occident, alors que l'Union soviétique s'est dissoute toute seule.
Voilà. On abonde très facilement dans des termes de langage qui sont ceux repris par les politologues russes, qui légitiment ce recours à la force, et puis qui viennent aussi rappeler que nous sommes avant tout des alliés dans l'histoire avec la Seconde Guerre mondiale, et puis au niveau mondial contre l'hégémonie américaine. Il me semble que dans la priorisation des menaces immédiates pour la sécurité en Europe et pour la France, il y a quand même un ménage à faire et peut-être replacer les choses dans une autre perspective. Mais voilà, la France est assez indulgente vis-à-vis de la Russie. C'est très vrai dans certains cercles militaires, du renseignement et de la diplomatie. Et puis, ça a été très habilement entretenu aussi par les techniciens des sondages et des réseaux sociaux russes, des fermatrolls, qui savent très bien faire fond aussi sur toutes les dissensions de toutes les sociétés. Ouais. Alors, vous m'avez amené à mon troisième point, parce que il semble, ces derniers temps, que les dirigeants européens aient atteint un niveau de clarté stratégique un peu plus net qu'auparavant. C'est notamment le cas d'Emmanuel Macron qu'on a entendu tout à l'heure. On n'hésite plus à parler de défaite. Il faut que ce soit une défaite pour la Russie. Il faut que ce soit une victoire pour l'Ukraine. On ne sait pas exactement le contenu concret qu'on met dans ces notions-là, mais déjà sur le simple fait d'être passé à ce type de discours, Général Pellistrandi, comment vous l'analysez ? Alors en fait, depuis le 24 février, le conflit est existentiel pour l'Ukraine. Très clairement, si l'Ukraine est... voilà, donc, et les Poutine Ukrainiens le présente comme existentiel pour la Russie, très souvent. Exactement. Mais ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, c'est cet automne. Cet automne, on sent que le conflit dans l'enlisement devient existentiel pour la Russie et pour le régime de Poutine. Mais maintenant, et je crois que c'est nouveau, c'est qu'il est devenu existentiel pour l'Europe. C'est-à-dire que si l'Europe dit, bon, bah, après tout, les Ukrainiens, on vous a bien aidé, bon, maintenant, il faudrait trouver une négociation ou un truc comme ça, bah, moi, je suis désolé, c'est exactement ce qui s'est passé en 1938 à Munich. Parce que, il faut être clair, il y a un moment... Et je crois que les dirigeants européens... Alors, d'abord, il est vrai aussi, pour rejoindre ce que disait Elsa Vidal, c'est qu'il y a à la fois une russophilie très coupable chez nous, et en même temps, une méconnaissance. On a complètement... On n'a plus cette connaissance que l'on avait à l'époque, quand il y avait les soviétologues qui étaient capables de dire, tiens, machin, Malenkov... On en a connu dans ce journal des kremlinologues. Des kremlinologues. Et donc, on a totalement... Parce qu'il y a eu aussi le doux commerce, hein, bon, il y a la relation entre l'Allemagne et la Russie qu'il faut éclaircir. Et donc, on a complètement... abandonné, ou en tout cas, les vrais experts sur les questions russes... On était devenus beaucoup moins sexy. Hein, oui, exactement. Et là, tout d'un coup, on se rend compte... Et parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'effectivement, c'est existentiel pour l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le fait que le régime russe de Vladimir Poutine est devenu totalitaire. C'est-à-dire qu'il y a une remise en cause totalement de ce qui constitue, alors plus ou moins, les valeurs européennes. Donc, c'est existentiel pour... Mais quand on dit que c'est existentiel, est-ce que vous croyez que le citoyen français le perçoit comme existentiel ? Ah ben, il faudrait justement lui expliquer que notre sécurité, elle se joue là-bas. Oui, mais enfin, le fait que la Russie soit une dictature... Et même le fait que la Russie envahisse un voisin, est-ce que ça suffit, même lorsque les Ukrainiens disent « si nous échouons, il y aura d'autres victimes, les Moldaves, peut-être la Pologne, peut-être les Baltes », est-ce que même ce discours-là suffit à impliquer les citoyens français ? C'est un problème de politique. Là, on paye aussi la montée du populisme en Europe. Quand on voit le sondage qu'on a publié, les pays où le soutien à l'Ukraine est le plus faible, il y a la France, mais Marine Le Pen au second tour. Il y a l'Allemagne, mais l'AfD, depuis 8 ans, a émergé d'une vraie force politique qui soutient la Russie plus ou moins. L'Italie, même chose. Giorgia Meloni est au pouvoir. C'est 3 pays où le Donc soutien on voit bien que ces mouvements populistes sont dans la remise en cause de l'hégémonie américaine et un peu mécaniquement ou par glissement sur la multipolarité, et on peut tolérer effectivement l'usage de la force par la Russie. Véronique Guillermard, quand Emmanuel Macron, qu'on a entendu tout à l'heure, dit nous sommes prêts pour une guerre longue, il parle pour lui ou il parle, selon vous, pour le pays ? Il parle aussi pour l'industrie qui est en train de s'organiser. Bon, simplement, l'industrie de l'armement, je dirais... Et si on était vraiment en guerre, on s'organiserait de manière un petit peu plus énergique, non ? Il faudrait. En général. Il
il faudrait. Parce que là, c'est quand même une guerre à distance. Oui, c'est une guerre à distance, mais il y a aussi, et par procuration. mais je crois oui, aussi que ce qui a joué d'ailleurs sur le changement du discours du président de la République, c'est aussi le fait, il y a notamment l'Afrique, et le fait que la Russie, à travers Wagner, Oui. et on a vu Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, accueilli à Bamako, il est allé au Soudan. Il y a une vraie volonté de déstabilisation de la part de la Russie de, entre guillemets, nous chasser. Voilà. Et ça, c'est quelque chose peut-être que l'on n'avait pas tout à fait pris en compte. Donc, de toute façon, on est à un moment, une rupture géopolitique. On a connu le 11 septembre, mais honnêtement, le 24 février, c'est pire que le 11 septembre. Le 11 septembre, on en a pris pour 20 ans. Mais là, on a une rupture qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus Et profonde. on en prend pour plus longtemps Et encore, oui, selon tout à vous. fait. Oui. Cette semaine, au large de l'Afrique du Sud, il y a un exercice militaire qui va lier les Russes, les Chinois et les Sud-Africains. C'est bien le symbole que cet ordre géopolitique a changé, avec Tout à des fait. puissances qui s'organisent et qui sont indifférentes aux valeurs que l'Occident veut promouvoir. D'autant Alors, que ça fait déjà pas mal Véronique d'années Guillermin. que la Chine a investi l'Afrique Oui. en construisant des aéroports, des routes, enfin... Oui. Mais pour Donc on l'instant, ils sont un retrouve peu en nos deux compétition meilleurs avec les ennemis Chinois. qui sont là Les en Chinois et les Afrique. Russes sont un peu en compétition en Afrique, Oui, mais ils peuvent aussi en faire un terrain de leur amitié sans limite. on est un peu encerclés si on trace une ligne comme ça de Alors, la... venons-en à ce point quand même de défaite. Emmanuel Macron dit ce week-end qu'il veut la défaite de la Russie, mais sans l'écraser. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire en fait On peut. Est-ce que c'est pas hors sujet Non, c'est pas simplement hors sujet. Et en fait, je pense que la durabilité, la solidité de notre alliance, nous les Occidentaux, dépend de cela. C'est un débat qu'on est obligé de repousser de la sphère publique le plus longtemps possible pour garder l'unité à l'intérieur de l'Ukraine et dans le front des alliés. Mais en fait, il y a deux issues possibles quand on dit la défaite de la Russie, c'est armistice ou traité de paix, cessez-le-feu. C'est soit une défaite, la Russie est défaite sur le champ de bataille, elle est Ça dans veut dire que elle les est dans Ukrainiens l'incapacité. récupèrent tout leur territoire, y compris Oui, la Crimée. ou ils mènent une bataille qui est si décisive que les capacités militaires russes sont durablement détruites, désorientées, désorganisées, et que le coup politique devient intenable, par exemple vis-à-vis de l'opinion intérieure, ou voilà, une catastrophe sur l'ensemble du champ de bataille pour les Russes. Et selon auquel vous, cas, ça peut se finir gentiment si ça se passe comme ça? non, probablement pas. Et surtout, là, on retombe dans des projections, on retombe dans la crainte de l'escalade du conflit, la crainte de la confrontation OTAN-Russie, l'escalade nucléaire, et la réactivation de ce type de rhétorique. Donc, il y a quand même aussi en ce moment des réflexions qui se font en se disant que peut-être on aurait intérêt à maintenir une pression militaire supérieure à celle qui est à l'œuvre à l'heure actuellement, de manière à infliger des défaites peut-être pas si décisives, mais en tout cas incapacitantes, répétées, coûteuses économiquement, coûteuses en hommes, coûteuses politiquement, tout en continuant Épuiser notre la Russie, arsenal, pour que, l'armée effectivement, elle entende qu'il soit possible d'être plus opportun pour elle de venir négocier. Voilà. D'accord. La Russie et l'Occident ne sont pas Nicolas sur le même Barotte. tempo en fait, de la guerre. C'est que Vladimir Poutine est sur un temps très long. Son objectif, c'est affaiblir l'Occident, l'Europe, et il se donne des années pour le faire. On a bien vu avec la discussion tout à l'heure que pour l'Occident, il y a ce problème d'opinion publique. Il y a le problème des Ukrainiens qui sont moins nombreux. Et donc le temps de la guerre pour gagner est beaucoup plus court. Et c'est Le tout à risque pour les Ukrainiens, c'est de laisser Poutine installer un conflit gelé. Oui. un Et conflit dans long. 15 ans, on n'y pensera plus, ça sera entré dans Même l'ordinaire de notre... Mais c'est aussi un risque apprécié par les Américains. On dit beaucoup que l'administration Biden est va en guerre, etc. Je ne crois pas du tout qu'ils soient va en guerre. Au contraire, ils auraient plutôt une préférence pour une issue un peu plus rapide, moins coûteuse aussi en termes de vote. Bientôt, il y aura une élection présidentielle aux États-Unis. Il n'y a pas du tout d'unanimisme dans la société américaine quant à l'aide à apporter aux Ukrainiens. Donc une sortie de cette guerre assez rapide, un an qui et demi. passe par des succès ukrainiens, donc. Oui, Parce qu'en fait, par des succès ukrainiens qui feraient le lit d'une négociation plus globale sur l'Ukraine. Avec un point qui est un très peu intéressant à dispendieux. observer, c'est qu'à aucun moment, que ce soit à Washington, à Paris ou à Londres, on demande un changement de régime en Russie. Plus maintenant. Voilà. en même temps, on peut en parler, parce Mais- que derrière la notion de victoire Oui. ou de défaite russe, mais- il y a quand même la notion que le régime pourrait en être déstabilisé. Peut-être. Mais l'histoire aussi
d'abord, en Russie, mais je parle sous le contrôle d'Elsa, il n'y a jamais eu de révolution par le peuple. Les révolutions ont toujours été par l'eau. Et avec, c'est peut-être vrai partout. Non, non, puis avec des défaites, oui, mais avec des défaites militaires. C'est-à-dire en 1905, le tsar est obligé de larguer du lest. 1917, février puis octobre. Bon, donc c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il faudrait qu'à un moment donné, les militaires russes disent le coût à payer quand même. On négocie, c'est le feu, on se replie. Alors après, sur quelle frontière? Est-ce que c'est celle du 24 février? Est-ce que c'est celle 1991 de 91? Il y a donc Kissinger qui suggère, alors Kissinger, c'est effectivement le grand maître à penser, il est dans sa 100e année, et en quelque sorte, par exemple, on dit aux Ukrainiens, OK, vous faites abstraction de la Crimée, mais vous rentrez dans l'OTAN. Donc, mais pour le moment, toutes ces discussions, elles sont prématurées. C'est-à-dire que ça peut être des plans, pour le moment, c'est la guerre. Elle pose un risque, en plus d'être prématurée, elle pose un risque très très important. C'est que si elles étaient menées dans l'espace public comme telles, en reconnaissant que peut-être contre une entrée dans l'OTAN, les Ukrainiens pourraient renoncer à la Crimée, on est à peu près sûr que Zelensky perdrait son soutien unanime en Ukraine et qu'on pourrait se retrouver avec des compétiteurs, avec plusieurs interlocuteurs ukrainiens. Or, cela, on veut absolument l'éviter, sinon ce serait la défaite absolue. Donc il faut repousser cette discussion au plus tard, ou peut-être hors de l'arène publique le plus longtemps possible. Ouais. Nicolas Barotte, on arrive près de la fin de cette émission. Est-ce que vous avez l'impression que Emmanuel Macron est sincère lorsqu'il souhaite vraiment la victoire de l'Ukraine? Est-ce qu'il y croit? Parce que certains commentateurs doutent qu'il y croit, en fait. Oui, je pense qu'il y croit. Il a essayé de négocier tant que c'était possible avec Vladimir Poutine. Il constate à l'Élysée que ça ne fonctionne pas. Il y a cette pression unanime des Européens pour avancer, notamment des pays de l'Est, qui ne sont pas du tout sur une ligne de négociation, mais plutôt pour soutenir l'Ukraine au maximum, pour pouvoir négocier, pour pouvoir avoir une paix dans les meilleures conditions pour les Ukrainiens. Donc Macron est réaliste. Après, ce qu'il veut éviter, c'est que ces négociations échappent aux Européens. Il va avoir son mot à dire. Et donc, il faut bien qu'à un moment donné, on soit reconnu comme interlocuteur. Alors, je pense que c'est très difficile, parce que Poutine considère que les Européens sont ses adversaires. Donc, je ne pense pas qu'il aille demander à Emmanuel Macron ensuite son aide pour négocier quoi que ce soit. Un mot pour finir, Véronique Guillermard. Votre impression, c'est que du côté du pays réel, de l'économie, des chefs d'entreprise, on est parti pour le long terme? Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut aller plus vite et ça va être soutenu par la prochaine loi de programmation. Mais que c'est pour des décennies à venir. Oui, j'ai l'impression pas que pour quelque chose qui va se finir d'ici au printemps prochain. Le sentiment qu'on a en parlant avec les industriels, c'est qu'ils sont dans un temps long et que ça va être soutenu par la loi de programmation militaire qui va quand même acter une hausse importante des budgets de défense déjà en France. Et c'est le cas, c'est général dans toute l'Europe. Donc là, on rentre dans une autre période de l'histoire de l'armement, avec des hausses de cadence, beaucoup plus de production et plus d'équipements. Général, en un mot, c'est une nouvelle guerre froide, mais vraiment glaciale, avec des risques extrêmement graves. Donc il faut rester extrêmement prudent. Elsa Vidal, le mot de la fin. Temps long. Oui, temps long, la désintégration, en fait, l'extraction de la Russie du système monde, c'est ce qui nous est arrivé en cette année. En fait, on a vu la fin et l'explosion en vol de 30 ans d'intégration de la Russie dans le système européen, dans le système monde. Et de nombreux efforts dont nous avons été les témoins ont volé en éclats. Et la guerre Hubert Védrine, dans une interview dans le journal ce matin, je disais justement que les Occidentaux n'avaient pas fait assez pour essayer d'intégrer la Russie. Peut-être pas totalement tort. Merci à tous.